Donc moi je suis Pierre Barrage, je m'occupe de l'innovation au sein de Sogeti. Sogeti, c'est une entreprise du secteur numérique, filiale de Capgemini. Vous avez forcément vu notre logo sur les maillots de Cap, enfin les maillots de Grenoble. Je suis au regret d'annoncer que c'est la dernière saison. Et maintenant, Cap est partenaire de World Rugby sur le tournoi de rugby à 7, le tournoi international, où vous allez commencer à nous voir un peu plus. Et donc, comme disait Julien, on est partenaire de la FFR sur un certain nombre de sujets. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait avec eux, comment on a travaillé avec eux, qu'est-ce qu'on a pu leur apporter, notamment sur un focus autour de la donnée. Et on va avoir une certaine redondance par rapport à ce que Jérémy a pu nous expliquer, puisque Jérémy, finalement, historiquement, vient de Sogeti et a été la première pierre à ce superbe édifice. Alors une donnée, peut-être déjà revenir aux fondamentaux, c'est quoi une donnée? En fait, une donnée, c'est tout ce qui peut être collecté. Donc on a des données, les données sont partout, elles viennent de partout, elles ont différentes formes, parfois elles sont subjectives, et parfois elles peuvent être difficilement intégrables. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Microsoft estime que moins de 1% des données aujourd'hui sont analysées. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui les données ne sont peut-être pas toujours bien acceptées et pas toujours, pour rebondir avec ton intervention tout à l'heure, et pas toujours pertinentes, mais du coup, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les technologies qui permettent de manipuler ces données, elles évoluent tous les jours. Et ça, c'est hyper important, et c'est aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui les clubs ou les institutions sportives ont besoin de partenaires technologiques qui, eux, manipulent la techno et qui n'ont pas les compétences métiers. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les clubs, c'est vraiment de pouvoir exploiter, alors j'ai mis toutes les données, mais au moins beaucoup plus de données en termes d'exploitation concrète, de pouvoir les analyser avec des analyses qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus poussées, et qui prennent en compte les complexités du jeu. Choses dans lesquelles on est assez loin aujourd'hui. Et donc la solution, c'est de faire appel aux spécialistes, que ce soit les ESN ou les startups sur un domaine plus particulier. Alors, donc on a parlé des données. Quand on a des données, il faut les stocker. Donc aujourd'hui, j'ai vu beaucoup dans les présentations de gens qui parlaient d'Excel. Excel, c'est un super outil qui permet de manipuler les données, qui fait des choses assez puissantes. Mais dans le monde de l'informatique, finalement, quand on parle d'industrialisation, on utilise plutôt des bases de données. Donc les bases de données, c'est super intéressant. Ça permet de stocker des données brutes, des données qui vont être manipulées via des applications, et c'est des données qui sont volatiles. Donc ça, c'est intéressant. C'est sur ça qu'on base les applications, notamment l'application Haut Niveau que vous avez peut-être vu passer, qui permet à la FFR de suivre ses joueurs quand ils sont en club, et dedans, on va récupérer des informations qui sont saisies par les joueurs, par les coachs, ou qui sont issues de données externes, des GPS ou de bases de données de partenaires. Donc les bases de données et les applications, c'est super, c'est facile à utiliser. Par contre, c'est lourd d'intégrer de nouveaux types de données. Ça, c'est un des travers qu'il y en a. Un autre concept que vous connaissez peut-être moins, c'est l'entrepôt de données, ce qu'on appelle un data warehouse. La philosophie de ça, c'est plus dans une optique analytique. Donc on va stocker les données qui vont être historisées, et de ce fait, les données vont être non volatiles. On ne va pas pouvoir les modifier. Dans un data warehouse, les données vont être organisées selon les besoins métiers. C'est un avantage et c'est aussi un de ses travers. Et on va manipuler ces données, on va y avoir accès à travers des data marts, qui sont en fait des vues. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une finalité qui est plus analytique, à la différence de la base de données qui a une finalité plus en termes d'exploitation. L'inconvénient, c'est qu'on a un stockage en silo et que ça va être difficile de passer les données d'un silo à un autre. Et la dernière tendance qui est apparue il y a quelques années, c'est le data lake. Data lake, c'est un référentiel de données. On va pouvoir stocker finalement une très large quantité de données, des données qui vont être brutes et dans leur format natif. Donc on revient à ma définition initiale, on va avoir des données qui vont être structurées, donc issues de bases de données ou de feuilles, des données semi-structurées, les données qui vont être issues de stats par exemple, sont des données qui sont semi-structurées. On peut avoir des documents qui sont non structurés, donc qui sont bruts, des documents, des emails, qui sont des données à part entière qui sont importantes, ou même des binaires. Une photo, une vidéo, c'est une donnée. Comment on les retrouve? En fait, on va les retrouver parce qu'on va associer à chaque donnée des métadatas, qui vont pouvoir nous permettre de contextualiser cette donnée, d'où est-ce qu'elle vient, quelle est son origine, et voilà, un peu de contexte. Donc un data lake, c'est super, c'est un puissant fond de données. Le travers qu'on en a finalement, c'est que on peut stocker tout et n'importe quoi, et que du coup derrière c'est hyper difficile d'en sortir de la valeur. Un autre de ces travers, c'est comme on met tout et n'importe quoi, des fois, comme on met n'importe quoi, le coût de stockage de cette donnée va être supérieur à la valeur qu'on pourra en tirer intrinsèquement. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle population de personnes qui commencent à émerger, qui est le data scientist, les personnes qui vont être en charge de se dire qu'est-ce qu'on met dedans,
et comment on va le manipuler. Donc, par rapport à notre... Donc, pour revenir sur... Voilà, on a vu les données, on a vu comment on les stocke. Maintenant, comment on les manipule. Donc, aujourd'hui, vous manipulez tous vos données avec une approche plutôt statistique. C'est-à-dire qu'on va appliquer des algorithmes qui vont nous permettre de faire ressortir des tendances, de modéliser des comportements, ou une approche graphique qui va nous permettre de faire ressortir visuellement des tendances. Et donner un titre d'exemple, donc on ne va pas rentrer dans le détail de ce que ça représente, ça c'est les résultats des travaux de Jérémy et Sébastien qui est dans la salle aussi, qui sont les deux stagiaires qui ont commencé à travailler sur ces sujets-là en partenariat avec la FFR. Et donc nous on a accompagné la FFR pour exploiter, structurer et faire parler les données. C'était une idée. Est-ce qu'on est capable de faire parler ces données pour en tirer un peu de valeur? Et donc, voilà quelques façons de représenter les données. Donc, on a des choses visuelles en haut à gauche qui permettent de dire, de différencier certaines courbes. À droite, finalement, on arrive à modéliser d'un point de vue mathématique comment les données vont évoluer. Et en bas, des exemples de représentation graphique de comment on peut représenter les données. Le modèle en bas à gauche, c'est par exemple la façon, en vert, vous allez représenter les joueurs qui ont une influence sur le résultat du match. Et finalement, quand on a un lien entre les deux, ça veut dire que ces joueurs-là, quand ils sont ensemble, en plus portent plus sur le résultat final du match. Je parle sous ton contrôle, Jérémy. Donc ok, tout ça c'est bien, donc on va analyser des données, c'est faisable, mais par contre ça peut être long et ça peut très rapidement devenir très complexe. Donc par exemple, le cas qui est finalement le sujet de la thèse de Jérémy, c'est on a des données propres à la FFR, des données de match, on a des données qui sont issues de techno, on a des données qui sont issues de partenaires technologiques, mais aussi on a des données qui viennent de l'extérieur, qui vont être des données météo par exemple, des données de stress, des données liées au sommeil des joueurs. Ah déjà, j'accélère, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, comment on les manipule? Aujourd'hui, la tendance, elle est à l'intelligence artificielle, et notamment le deep learning. Donc le deep learning, c'est une techno qui a été développée et qui est basée finalement sur le fonctionnement des neurones, et qui va permettre à une machine d'apprendre toute seule à tirer de la valeur des données qu'on va lui alimenter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui donner tout un panel de données, on va lui demander de trouver les corrélations par rapport à une conclusion qu'on veut en tirer. C'est-à-dire que par rapport à mon réseau de neurones que vous voyez en bas à droite, chaque donnée va être mise devant un de ces neurones, et chaque donnée va être transmise à l'ensemble des neurones de la couche suivante selon une pondération pour arriver à la fin à trouver la corrélation qui va avec ce qu'on veut mettre en avant. Donc on imagine très bien, donc là on a un modèle à 4 couches. Les modèles sont en général très complexes, donc la difficulté c'est de pouvoir trouver la bonne pondération pour toutes les couches. Donc là on se rend bien vite très rapidement compte qu'à la main on n'y arrive pas. Et c'est là où la machine va apprendre finalement, tester toutes les combinaisons et trouver les pondérations les optimum par rapport aux résultats qu'on veut mettre en avant. Donc c'est en ça que c'est intéressant l'intelligence artificielle avec le deep learning. L'autre intérêt, c'est que le réseau de neurones va être capable de sortir un pourcentage de confiance par rapport à la donnée qui va sortir. C'est-à-dire, je pense que ce joueur a statistiquement le risque de se blesser, et je suis sûr, enfin je pense que je suis à 60% bon, c'est à peu près ça où on est aujourd'hui, sur la qualification, sur la qualité de la donnée que je vais te donner. Donc par exemple, comme on a travaillé en fait avec Jérémy et Mathieu pour intégrer par rapport aux travaux initiaux qui ont été faits il y a 2 ans sur les approches statistiques, pour intégrer les données d'enjeu, les données conditions météo, de taille, et on a fait plusieurs POC. Un premier POC en utilisant IBM Watson. C'était correct, mais on s'est aperçu finalement que les modèles étaient difficilement applicables. Et donc on est passé sur un autre outil qui était DataIQ, qui nous a permis en identifiant des facteurs clés par poste de joueurs, en identifiant des paramètres à utiliser et de construire des modèles prédictifs par poste, en ingérant tout un ensemble de données qu'on voit sur le mapping d'incidence blessure. Donc en gris, on a les informations qu'on manipule aujourd'hui, en orange, les informations qu'on aimerait bien manipuler dans le futur, et avec des résultats qui sont pour l'instant très moyens. Je vous ai donné un petit peu les deux extrêmes. Donc en vert, par rapport à une prédictibilité de la blessure, on s'aperçoit que pour les 3e lignes, on a des résultats qui sont quand même pas très très satisfaisants. Et pour des arrières, on a finalement arrivé à prédire un risque de blessure sur des choses qui sont quand même intéressantes et assez encourageantes. On est loin finalement de pouvoir arriver à quelque chose de déterministe. Mais
on s'aperçoit que finalement, bah, on s'approche de la solution. Donc là, quelques outils, très rapidement, les outils propriétaires, des outils open source. Ce qu'il faut noter, je termine, c'est que les outils propriétaires vont être plus faciles à analyser parce qu'on va avoir un certain nombre d'API qui vont nous permettre de les manipuler sans trop de connaissances. Les outils open source, eux, sont plus dédiés à des développeurs, à des gens qui vont manipuler. Il va falloir construire des modèles pour pouvoir les utiliser. Et on a deux langages majeurs qui sortent de ça. Ça va être, soit on va utiliser le langage R pour les gens qui sont issus d'une communauté plutôt statisticienne, ou Python qui est un langage de développement informatique plutôt pour les gens qui sont issus du secteur du développement. Donc voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions.